Bonjour Léa, comment vas-tu? Bonjour Liliane, Ça va? très bien et toi? Ouais, bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est avec plaisir que j'ai répondu à ton invitation. Le but étant pour moi de partager quelque chose, j'espère, qui pourra aider les autres et qui est important pour moi. Excellent. Bah écoute, déjà, on va peut-être te demander de te présenter dans un premier temps. Ok, je suis Léa et je vis déjà depuis plusieurs années dans l'océan Indien où je travaille, très occupée par mon travail. J'ai aujourd'hui plus de 50 ans, donc voilà. Et je pense que c'est l'essentiel. Bah, quand tu dis dans l'océan Indien, je sais pas, tu souhaites créer un mystère? T'es dans quel Pas pays? vraiment, mais oui, non, je suis située à Madagascar actuellement, depuis plusieurs années. Ok, ça fait combien de temps que tu vis à Madagascar? Ah, je vis à Madagascar depuis au moins 7 ans. Ça fait 7 ans. Ok, Oui, intéressant, parce 7 que bon, ans. c'est pas 7 ans, classique, on va hein. dire, et quelques mois. 7 ans et quelques mois. Ouais, c'est Bientôt pas 7 classique. ans. Des Gabonais, il y en a pas beaucoup qui sont à Madagascar, je pense. On les compte sur les doigts de la main, exactement. Mais on se rend compte toujours. On s'attire comme des aimants, ce qui est une bonne chose. Excellent. Ok, bon, on va aller droit au but. D'accord? On sait que toi et moi, on se connaît bien, n'est-ce pas? Puisque tu es ma sœur. Qu'on a, toi et moi, au fil des années, on a toujours eu une passion commune pour le développement personnel en général. Après, on a une sensibilité commune pour pas mal de choses. Toutes les deux, on a un Absolument. petit côté rêveur, on a envie de s'améliorer, etc. Donc, franchement, depuis 3 ans, je trouve qu'on est dans des conversations autour de l'amélioration, mais de manière générale, carrière, santé, état d'esprit. Donc, je ne pouvais pas démarrer cette chaîne sans avoir une conversation avec toi comme on fait d'habitude, sauf que là, on la partage un peu avec tout le monde. Donc, on est dans la Absolument. générosité, n'est-ce pas? L'abondance et la générosité. C'est très Le important de partage partager avec les autres. et surtout, Voilà. je dirais, l'humilité, la simplicité qui fait que on est en train d'évoluer, on travaille sur nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas parfaite. Toutes les deux, on est en pleine évolution et on aime partager. On partage beaucoup toutes les deux, donc on s'est dit on va partager un peu avec tout le monde. Absolument. Avec plaisir. Ouais, donc c'est un peu notre énergie, n'est-ce pas? Donc, on est dans la transformation, toi et moi. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de moi, on parle de toi. Est-ce que tu peux nous parler de ta transformation? Eh bien, il y a de cela quelques mois, on va dire 3 mois et demi, 3 mois et demi, 4 mois, j'ai pris une résolution importante à plus de 50 ans maintenant, que j'aurais aimé prendre depuis longtemps, mais malheureusement, je n'ai pas pu la prendre, cette résolution. Et cette résolution, simplement, c'est tout simple, c'est de perdre mes kilos en trop. Et c'est devenu pour moi une réalité, une nécessité et un plaisir aussi. Et c'est très important de dire qu'on ne peut rien faire sans un minimum de plaisir. Et donc, cette perte de poids que j'ai voulu de toutes mes forces, je l'ai aussi voulu comme un processus avec du plaisir, avec de la joie, avec, euh, avec du bonheur. Et non pas seulement sous le signe de la contrainte et du devoir, et même de la culpabilité. D'accord, ok. Et donc Donc, j'espère que je pourrai partager cette expérience toute nouvelle pour moi. complètement. Et on est là pour ça. Mais par contre, on va pas aller trop vite. On va prendre le temps de bien poser les choses, le contexte pour les gens qui te connaissent pas. Moi, c'est facile. Je connais les détails. Mais le premier aspect qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu exprimes, en fait, c'est la démarche qui est courageuse. Et moi, je vais dire pourquoi. C'est courageux parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on est tous les jours tenté, sollicité. On parle souvent de la dopamine dans des carrières professionnelles qui sont extrêmement intenses, où on a des targets, on a des objectifs.
Donc il y a quand même pas mal de stress qu'on s'inflige à soi-même et c'est pas toujours évident de... La nourriture peut devenir une source de plaisir et de satisfaction. Donc dans un contexte comme celui-ci, décider de changer ou de se transformer, c'est un bel investissement sur toi. Et en fait, on sent une passion, une détermination dans ton discours. Donc, on a beaucoup de choses, on doit parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais bon, dans un premier temps, on va donner l'occasion aux personnes qui nous écoutent de savoir un petit peu là où tu en es. Donc, on va être un peu factuel. Et est-ce que tu Absolument. peux partager ton poids de départ? Donc, tu as commencé il y a 3 mois. Et moi, la raison pour laquelle je voulais que tu viennes parler de ça ici, c'est que déjà en 3 mois, bah, tu as des résultats qui sont quand même impressionnants, que tu n'as pas eu depuis longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous dire... Absolument, et c'est tout l'intérêt également de ce partage. Je pense que c'est un point fort. Exactement, tu sais, pour être très factuel, le 16 août 2024 de cette année, donc, je pesais 116 kilos. J'avoue que on est toujours un peu surpris, mais 116, mais c'est énorme. Moi-même. euh, et comme je ne suis pas le genre de personne à me mentir, je regardais ce chiffre, j'ai dit 116 kilos le 16 août 2024. Et pour moi, c'était un record de prise de poids sans précédent. Hmm. Donc, voilà où j'en étais le 16 août. Tu en étais à ce point-là le 16 août et maintenant, donc au moment où cette vidéo est enregistrée, elle sera diffusée bien plus tard. Mais C'est aussi important de dire, pour rester dans les chiffres, que je fais 1,68 m. Donc, normalement, idéalement, je devrais faire 70 kilos, 68 kilos. Donc, on est là dans un constat de 46 kilos en trop. Ah, le 16 août 2024. C'est beaucoup, 46 kilos. on essaie d'être factuel, on porte pas de jugement, mais on entend ce que tu Exact. dis. Aujourd'hui, nous sommes, on est le combien? On est le 28 novembre. Où est-ce que tu en es? Exactement. Alors aujourd'hui, je pèse 99 kilos, 600 grammes. Donc on va dire, allez, on va pas être trop. On va dire que j'ai perdu 16 kilos et demi entre le 16 août et le 28 novembre 2024 de cette année. Donc Donc ça fait même pas 4 mois, hein. Ça fait même pas 4 mois. ça fait pas 4 mois, mais on y va, on est presque arrivé à ça, à Ouais. ça. Mais c'est voilà, aujourd'hui, c'est mon accomplissement. Je suis à 33% de réalisation sur mon objectif final. Alors j'adore tout ce que tu dis parce que déjà c'est factuel. Tu t'es rendu compte, tu t'es dit, attends, mais 116 kilos là, c'est trop. Et factuellement, tu t'as pris la décision de dire, ok, il faut que je fasse quelque chose. Et là, première milestone, 16 kilos de perdu. Et tu arrives à ce chiffre magique en dessous. Tu sais, c'est un peu comme les prix quand tu vas dans un magasin et qu'ils veulent faire des discounts. Ils ont des remises, ils te disent c'est 99 euros. Bah, c'est pas 100 euros, c'est Et- 99. Mais c'est ouais. psychologique. Psychologique, Oui, c'est qu'est-ce vrai que que c'est ça te marrant fait? parce que au moment où on fait l'émission, je suis à un chiffre très psychologique. 99, c'est pas 100. Et c'est comment dire, une étape très significative de mon aventure qui n'est pas près de s'achever. Complètement. Donc en fait, c'est comme le prix psychologique. En marketing, toi et moi, nous avons étudié le marketing. Oui. Donc 99, c'est le prix psychologique, entre guillemets. Et là, pour moi, J'achète, j'achète. c'est un poids psychologique. C'est-à-dire, tu te dis, waouh, j'ai atteint une première étape, 99. Donc, si on continue dans le factuel, euh, donc toi et moi, on sait, hein, on lit, on partage beaucoup de trucs, de choses autour du coaching, etc. Que quand on a des objectifs, quand on a un gros objectif, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, les anglophones, ils parlent de OKRs, qui sont des objectifs qui sont audacieux, etc., et qui permettent de driver l'entreprise. Donc toi,
quel est ton objectif audacieux, je dirais à moyen, long terme, et comment ensuite tu t'es fixé des petites milestones pour être sûr parce que quand on voit un gros objectif, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? Alors, c'est bien d'avoir un gros objectif, mais après, on le coupe en petits bouts et là, ça nous permet de rester motivé, inspiré, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta démarche autour de ça? Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai effectivement, comme je le disais à nos amis tout à l'heure, j'ai un objectif de perdre 46 kilos, donc 70 kilos que j'espère atteindre fin juin au plus tard, mais je pense que je l'atteindrai avant, mais bon. Donc, fin juin, 70 kilos. J'ai on va dire que j'ai trois grandes étapes. L'étape donc des 100 kilos que j'ai dépassée, atteinte. Et ensuite l'étape des 85 kilos. 85 kilos qui correspond pour ceux qui savent, la sortie de l'obésité. On considère que au-dessus de 85 kilos, en tout cas avec 1,68 m, parce qu'il faut voir cas par cas, moi je suis dans l'obésité actuellement. C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est le cas. Donc, 100 kilos, première étape. Deuxième étape, 85 kilos. Et dernière étape, on va dire 70. Évidemment, pour répondre aussi à ta question, il y a ces trois grandes étapes, mais à chaque fois, on se fixe des objectifs. Ce mois de novembre, je vais perdre combien? Je perds 4, je perds 5, je perds 5 et demi. Mais une chose est sûre, perdre 4 est plus que raisonnable. Donc, je me crée, dans ces trois étapes, je me crée des mini-objectifs qui sont vraiment très dynamiques. Et voilà, c'est comme ça que je gère cette perte de poids. Ok, donc deux, trois petites remarques qui, moi, me viennent à l'esprit et qui n'engagent que moi, et on pourrait ne pas être d'accord toutes les deux, mais c'est pas grave. Euh, Oui, déjà, quand tu parles de ta taille, donc c'est vrai que quand tu regardes toute la littérature, historiquement en général, on dit oui, avec une telle taille, il vous devez peser. Mais en fait, ces calculs sont, pour moi, ça donne un ordre de grandeur, mais en réalité, la taille est un indicateur, mais pas que, parce que ça dépend de ta composition. Donc, exactement. Il y a à- d'autres éléments à prendre en compte, apprendre avec des pincettes. Mais toujours est-il bien que évidemment. sur le fait, oui, effectivement. Euh, mais il y a autre chose que tu dis qui est intéressant et que je trouve admirable, c'est que tu dis, et c'est là où on voit la différence entre la Léa que j'ai connue à une époque, qui n'était pas encore déterminée, c'est que aujourd'hui tu dis des choses telles qu'elles sont. Quand tu parles de ta démarche et de toi-même, tu es factuel. Ce qui, pour moi, ce qu'on fait dans le coaching, c'est être capable de s'observer, en fait, de se regarder en face et de dire, OK, voilà ce que je remarque. Ça, ce sont mes forces, ça, ce sont mes faiblesses ou les aspects que je souhaite améliorer. Donc, quand on est dans une logique de développement personnel, on est un petit peu, c'est pas son juge, on est son observateur. On s'observe soi-même et on se dit, bon. J'aimerais autre chose à ce niveau-là. Comment je peux faire pour y arriver? Donc, ton discours est admirable et en fait, on entend la détermination parce qu'on ne peut pas s'améliorer sur quelque chose tant qu'on n'a pas accepté l'état des choses. Et je vais faire une petite analogie qui va te faire sourire parce que tu sais bien, tu étais peut-être là une des fois. Tu te souviens, papa, quand j'étais jeune, j'étais très impulsive. On a dit qu'on était vrai, toi et moi, n'est-ce pas? Donc, quand j'étais Absolument, jeune, j'étais extrêmement impulsive et des fois, quand il y avait des prises de tête, c'était souvent le midi à table et des fois que je pouvais perdre patience ou m'énerver et papa me disait, ah, t'as vraiment un mauvais caractère, et moi, je me levais de table et tout, j'étais énervée. Et en fait, comme je n'acceptais pas le fait que j'avais un certain caractère, je risquais pas de m'améliorer puisque j'étais dans l'émotion et du coup dans le refus et donc je pouvais pas m'améliorer puisque de toute façon je disais non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est machin. Donc je fais un petit peu une analogie.
un peu tiré par les cheveux peut-être, mais la majeure partie des gens vont comprendre, c'est le fait d'accepter euh, qui on est, qu'on peut à partir de ce moment-là changer. Et si on n'accepte pas, on changera jamais de toute façon. Donc c'est un point qui est intéressant. Oui, mais j'aimerais dire, OK, c'est pas pour autant qu'on va dire qu'on accepte que c'est vrai, on a, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, on est dans un état de surpoids très sévère. C'est pas pour autant le fait de l'accepter qui va amener un changement. Pour mon expérience, ce qui a amené un changement, OK, je l'ai toujours accepté. Je ne me suis jamais raconté des histoires là-dessus. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'à un moment, on décide de comprendre sa situation. On sait, on a reconnu qu'on a tel état. OK. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. C'est quoi le surpoids? Est-ce que le surpoids, c'est quelque chose là? Je crois que la plupart des gens sont persuadés que le surpoids, c'est pas de chance, c'est une grosse prison, c'est une grosse cage avec plein de cadenas, on va jamais sortir de là, on est foutu, littéralement. Je pense que la plupart des gens qui ont du surpoids comme moi considèrent que ça va pas le faire, ils ont peur, il y a une panique. Et je pense que déjà, il faut dédramatiser, accepter, reconnaître et dédramatiser. C'est quoi avoir du surpoids? Eh bien, j'ai commencé à avoir ce discours avec moi-même. On prend par exemple l'exemple d'une maison. Une maison, on l'a construit d'une certaine manière. Et puis 20 ans passent. Les fondations sont solides, mais la maison commence à se détériorer. Il y a des choses qui apparaissent. Eh bien, on décide soit de, soit on est un peu bloqué, on n'a pas les ressources pour faire les réparations. Mais on sait qu'il faut faire les réparations. Et moi, je suis partie du principe que j'ai jamais lâché l'affaire. Et je me suis dit, je sais qu'un jour je le ferai, mes kilos en trop, je vais pouvoir changer. Et je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Les gens vont vous dire, ouais, mais tu le dis tout le temps, tu le dis depuis 10 ans. Mais il faut jamais abandonner. Il faut se dire toujours, mais c'est comme tous les projets de la vie, et le poids n'est pas plus différent. Un jour, je voudrais apprendre telle ou telle chose dans ma vie. Je voudrais avoir telle ou telle compétence. Si c'est vraiment en vous, et je pense qu'on a tous des choses en nous, et c'est pas à 30 ans qu'on on va réaliser ça, c'est pas à 40 ans. Mais il faut garder ses rêves, il faut garder ses projections, ses perspectives, et les garder pour soi. Et vous savez, c'est comme à un moment, on essaye de tirer un fil d'Ariane. On essaye, on rate. Et un jour, avec la détermination, on va y arriver. Je crois que la vie, c'est comme ça. Et cette maison qu'on voulait rénover, on arrive à savoir exactement ce qu'on veut, à se comprendre et à changer de discours. On ne dit plus, ah ouais, cette maison, elle me coûte cher, ah, j'en ai marre. On se plaint. À un moment, on change de discours. Et moi, j'ai changé de discours avec ça. Je me suis dit, tu sais, Léa, perdre du poids, c'est comme toute chose. C'est comme un jour décider d'aller plus haut, de monter de gravir une montagne, je sais pas moi, 2000 mètres d'altitude. C'est comme toute chose, Léa. Tu commences step by step et tu vas y arriver. Donc, moi, ce que je voudrais partager, c'est que la perte de poids, euh, c'est comme toute autre chose. C'est comme toute réalisation qu'on voudrait faire. C'est pas plus différent. OK? Et donc, je pense qu'il faut dédramatiser, arrêter de culpabiliser. Il faut se dire que, eh bien, euh, il y a des éléments qui ont fait qu'on a pris du poids, mais il faut se comprendre soi-même et il faut se dire, c'est pas la prison, c'est pas la cage. On va commencer à se projeter de manière très positive en se disant, ça, c'est une super aventure. Je vais m'amuser, je vais m'écouter et je vais discuter avec moi tous les jours. C'est pas la prison. C'est pas une prison dans la prison. Je me sens déjà dans un corps en cage et je vais rajouter un flic derrière moi. Non, on enlève tout ça et on se dit, je vais mettre de la lumière, je vais mettre de la joie, je vais apprendre à respirer différemment, je vais sentir tous les bienfaits de mes marches, je vais
aborder certaines choses différemment, je vais me documenter et je vais m'amuser tous les jours. Et je vais me Ok, surprendre moi-même. ok, donc intéressant. Donc là, tu as dit beaucoup de choses et encore une fois, je vais essayer de pas aller trop vite pour les gens qui connaissent pas ton contexte. Ok, tu as dit des choses intéressantes. Il y a un point qui... Bon, moi, c'est ma perception qu'il y a une acceptation que tu n'avais pas avant, mais ça n'engage que moi. C'est ma perception, je peux me tromper. En tout cas, toujours est-il que avant, tu n'étais pas capable de tenir le discours que tu tiens aujourd'hui, factuel par rapport à ton corps, à ton poids, etc. Mais encore une fois, ça n'est qu'une perception. Donc la vérité, c'est la tienne qui compte, pas la mienne. Euh, Ce qui est intéressant, tu as parlé de culpabilité. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est à partir du moment qu'on déculpabilise que peut-être on arrive à changer? Mais parle un peu d'abord, s'il te plaît, de ce sentiment de culpabilité. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Ben, le sentiment de culpabilité, tu l'as à travers plein de choses qui t'accompagnent quand tu as une prise de poids. Tu vas voir certains membres de ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ah, ça va bien, Léa? Ah, ben, toi, tu es en bonne santé. Et bon, ce sont des petites choses, mais une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, toi, tu les reçois comme oula, c'est pas la joie, oula, finalement, j'ai pas envie de m'occuper trop de ça. C'est quelque chose que je vais mettre de côté, je verrai plus tard. Finalement, la perception que les gens ont de mon physique, c'est pas top. Et puis, tu vas mettre une couverture dessus, tu vas te dire. Et puis, c'est vrai que c'est pas les autres qui vont te faire bouger, c'est toi-même. Mais Hmm, euh, tu commences à culpabiliser. Tu commences à inconsciemment à te dire oh purée, je pourrais mieux faire, je devrais mieux faire. Devoir, ouais. comme si tu devais quelque chose aux gens. Est-ce que Et, je veux juste faire une parenthèse et parce tu que commences à dramatiser toi aussi. Tu ouais. commences à prendre le regard des autres en toi et à te noyer un peu dedans, là. Ouais, je voudrais juste faire un commentaire parce que ce que tu dis est tellement, tellement vrai et tellement important. Et moi, je t'avais raconté, on en avait ri toutes les deux. Il y a un moment. Donc moi aussi, j'ai pris du poids, je prends du poids, je perds, je prends. C'est compliqué des fois de maintenir. À partir d'un certain âge aussi, ça devient plus compliqué. Donc moi, je sais pas si tu te souviens, c'était il y a 3 4 ans, j'étais allée à l'île Maurice. Et j'avais pris du poids, mais c'était un truc, c'est comme on dit au pays, c'était pas mignon. Et j'avais pris du poids. Et en fait, je suis allée à l'île Maurice avec mon partenaire et avec notre oncle, tonton Michel, pour le citer. Et la scène la plus comique, bon, à un moment donné, vu on était au soleil, il fallait un peu se dévêtir, donc je sais plus ce que je portais, j'étais en short, en jupe, et il m'a regardé, et en bon oncle africain, il s'est pas gêné. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, Liliane, tu as grossi, hein? Mais dans l'intonation, il y avait quelque chose, j'ai eu envie de me cacher, j'ai éprouvé de la honte, etc. Et quelques jours plus tard, on va sur la plage. Donc toi, tu vis à Madagascar, donc toi, tu sais ce que c'est qu'une plage magnifique. On a de belles plages au Gabon, mais là, il faut dire la vérité. On est à un autre niveau. Donc, en tout cas pour moi, hein, à l'île Maurice, donc on est sur une plage magnifique, le genre de plage que tu vois dans les films, quoi. Donc, je suis avec Kiran. Donc, lui, en bon irlandais, il aime le soleil, la chaleur. Lui, il s'est dévêtu, boum, il a sauté dans l'eau, quoi. Et il me dit, mais viens, viens et tout. Je lui dis, non, j'ai pas trop envie. Il me dit, non, mais viens. J'ai fait, non, non, mais en fait, j'ai pas envie de me mettre en maillot parce que je veux pas que mon oncle me voie en maillot. Donc, en fait, la prise de poids, Oui, c'est dur ouais, parce que mais on a, quelque part, moi, j'ai prouvé une certaine honte et j'avais la peur du jugement. La peur du jugement de mon oncle, une personne qui est censée être proche de moi et qui est censée quelque part me réconforter, ou en tout cas, mais c'est pas de sa faute, il est d'une autre époque, d'une autre génération, donc on va pas oui, faire son je pense que procès. voilà, le regard des autres, de manière générale, le regard des autres est très dur euh, et presque vraiment presque violent. Mais en même temps,
c'est un regard qu'on a tous eu. Je pense que nous tous, même moi, avec mon surpoids, il m'est arrivé de regarder des gens gros, et encore des fois je regarde, et d'avoir aussi ce comportement intérieur en disant, mon Dieu, qu'est-ce que cette personne est grosse, elle s'est laissée aller. Donc, on l'a tous eu, on a tous tendance un peu aussi à être dans cet élan de jugement. Un peu même, on a tendance à dire, ah, c'est catastrophique. Ah ouais, mon Dieu, nous tous on fait ça. Je veux Non, dire, c'est humain, c'est humain. Ouais. voilà, c'est de l'émotion et voilà, Donc c'est attends, juste la première réaction. pour ne pas perdre le fil de l'idée, donc ma question c'était de te demander, est-ce que c'est quand tu as arrêté, alors est-ce que tu culpabilisais et à quel moment tu as peut-être moins culpabilisé, en tout cas où tu as pu être beaucoup plus factuel et moins dans l'émotion, parce que des fois l'émotion nous empêche d'avancer. Non, je pense que c'est bon. Il y a une culpabilité parce que bon, ben, quand on prend du poids, ça veut dire aussi que à un moment il faut. C'est pas négatif toujours de sentir un peu cette culpabilité. Non, moi dans mon cas c'est bon la culpabilité c'est normal. On a ce sentiment qu'à un moment, il va falloir réagir. Donc, elle n'est pas négative, elle peut nous aider même elle peut nous titiller sur plusieurs années. Et c'est pas quelque chose de négatif. Par contre, évidemment, le regard des autres, ça, c'est dur pour une personne qui a du surpoids. Après, il y a plein de domaines où, où le regard des autres peut être difficile. Il n'y a pas que le surpoids. Oui, mais là on est Mais sur le ça, surpoids. ouais, là, c'est très difficile. Alors, il y a une bonne culpabilisation, il y a une mauvaise culpabilisation. Quand on culpabilise de manière juste instantanée par rapport à la réaction d'autrui et que ça ne va pas plus loin, ça, c'est un cercle vicieux, c'est pas très positif. Par contre, quand on se dit, waouh, on se dit sur plusieurs mois, plusieurs années, oula, il va falloir que je me bouge. Ça, c'est positif. Et, et voilà. En Je fait, pense il y a une borne négative et il y a une borne positive. alors c'est super intéressant ce que tu as dit et je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. J'adore cette explication qui est vraiment, pour moi, qui est puissante en fait. En gros, ce que tu dis, c'est que il y a le truc ponctuel où les gens te font une remarque et moi, ça m'est arrivé plein de fois et où tu as juste envie tu te dis, moi, ça m'est déjà arrivé avec des tantes ou des cousines. Entre femmes aussi, il y a une petite méchanceté là. Moi, je me souviens des fois, j'avais grossi, je rentre à Libreville, une cousine qui me voit. Ah, t'as grossi, mais elle a un grand sourire. Elle est trop contente, quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais mon Dieu, comment dire, tu sens que t'es énervé, t'as envie de. C'est une Oui, énergie négative. oui, Juste pour aller au bout de ce que j'essaie de dire, exactement. il y a ce côté-là que tu as décrit qui est en fait qui n'apporte rien et qui va pas nous aider à avancer. Et il y a ce que les anglophones appelleraient accountability, c'est prendre ses propres responsabilités un moment et de se dire, bon, ma petite, les faits sont là, et pourquoi est-ce que t'en es arrivé là? Donc, ma question, Oui, tout c'est, à fait. Après, souvent, on se laisse envahir par la borne négative et on fait de la procrastination. On est là, et on vit dedans. Et puis, on se dit, finalement, on se dit, il faut que je maigrisse. Et il y a quand même l'idée pour que les autres arrêtent de me dire ça. Sauf que c'est pas suffisant. ouais, et il y a le fait de vouloir maigrir rapidement pour pouvoir recontinuer à manger mal après. Et en fait, Voilà, en fait, c'est maigrir pour les mauvaises raisons. ouais, Et ça, souvent, ça n'est pas porteur. ça n'est pas porteur. Complètement. Et puis, il y a aussi quelque chose, des fois, on a tendance à se mettre en mode victime. Donc, j'ai aidé plusieurs personnes à maigrir, et notamment une personne en Irlande qui est proche de moi et qui me disait à une époque, elle est indienne, et dans sa famille, tout le monde est obèse. Et elle me disait, ouais, mais c'est pas de ma faute, toi, tu as une morphologie, machin. Je fais, non, là, tu racontes des histoires, moi-même, je grossis. Quand quand j'oublie de faire attention, je regonfle direct. Donc, je dis, c'est pas vrai ce que tu dis.
Je dis, par contre, faut peut-être voir ton alimentation et tout. Et au début, elle pensait que je lui racontais des histoires. Et puis à un moment donné, elle a vachement maigri et elle s'est rendue compte, bah, en fait, elle avait de très, 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 très mauvaises habitudes depuis des années, depuis toujours. Donc, ce qui m'emmène à une jolie petite transition te concernant. Quand est-ce que, selon toi, après, on va être clair, hein, on fait pas du tout la promotion de la minceur, etc. Ah non, non, pas C'est du tout. c'est pas du tout mon discours et d'ailleurs ça me ressemble même pas du tout. Par contre, on se dit que avoir être un peu en forme comme on dirait, c'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, quand on se rend compte que on est plus qu'en forme, on est un peu en surpoids et que on s'aime plus trop quand on se regarde dans la glace, là on sait qu'on a un problème. Donc à partir de quand, objectivement, toi-même tu t'es dit, non, non là c'est pas bon. C'est à partir de quand? Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu commences à prendre du poids de manière un peu exagérée? Alors, en fait, je vais commencer par répondre à ta deuxième question. En fait, je prends du poids de manière exagérée sur les 10 dernières années. En tout cas, on va se dire à partir de 40 ans, j'ai plus de responsabilités professionnelles, je suis dans l'exploitation. Donc, beaucoup d'interactions, un travail qui commence tôt, des horaires qui sont très fluctuantes, une grosse disponibilité vis-à-vis de mon activité professionnelle, que ce soit le samedi après-midi. Et si c'est nécessaire, je serai là le dimanche en cas de besoin. Donc, voilà, j'ai, depuis ces 12 dernières années, consacré énormément de temps à mon activité professionnelle, pensant que ben, il y a une part il y a quelque chose de normal aussi. Euh, En me disant, vous savez, en Afrique, la, la retraite est une chose qui ne permet pas de vivre, que vous soyez dans le secteur privé ou le secteur public. Donc, quand vous atteignez un certain âge, vous vous dites, il va falloir que je fonce, il va falloir que j'ai des entrées financières suffisantes. C'est pas qu'on aime particulièrement l'argent ou pas, hein. Il faut être factuel. On se dit, à partir d'un certain âge, je vais devoir vivre de mes revenus. Ma retraite ne suffira pas. Il va falloir que je me donne à fond. Et c'est surtout pas le moment de ne pas avoir de job, de ne pas avoir un revenu suffisant. Donc, vous faites vos calculs et vous vous dites, là, j'y vais à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu préparer ma retraite. Donc, je suis allée à fond. Et en fait, bah, je suis certainement tombée dans un piège avec beaucoup d'émotions. Et effectivement, car j'ai une tendance à être une personne très émotive. Mais avant ça, j'ai aussi un terrain très propice à la prise de poids, puisque étant jeune, autour de la vingtaine, j'avais une tendance à faire de l'hypoglycémie. Donc, je stocke beaucoup euh, et rapidement. Et donc, je suis une personne qui prend rapidement du poids. Mais alors, vraiment très rapidement. Donc, avec le job, avec les pressions, avec beaucoup d'émotions, avec un terrain propice, euh, c'est ainsi qu'en 12 ans, écoute, j'ai pris en tout cas une trentaine de kilos, hein, facilement. Bon, là, tu vas pas m'en Je vouloir. perdais et Ouais. je perdais et je reprenais, je faisais du sport et j'arrêtais et Ok, c'était accordéon, yo-yo. ok, tu vas pas m'en vouloir, hein. Là, t'es plus ma sœur. On est en mode. Je suis obligée de te challenger un peu là, mais tu me connais, c'est pas méchant. Euh, ok, donc grosso modo, ce que tu expliques, c'est que tu as un contexte professionnel et moi-même je connais l'envers du décor. Je t'ai souvent dit, waouh, je suis pas sûre que je serais capable. Il y a vraiment beaucoup de pression, etc. Mais on n'est pas là pour parler du job en tant que tel. Mais un contexte professionnel très challenging, avec beaucoup de stress, beaucoup d'attentes, un travail intense avec des horaires, ben, je dirais, qui sont pas classiques, hein, clairement. Donc, je veux dire, tu bosses 6 jours sur 7. C'est énorme. Donc, ça, c'est déjà un terrain assez. Ça crée du stress, on va dire. Fair enough. Après, tu parles de l'hypoglycémie, d'accord. Mais on a parlé de accountability, de responsabilité. Selon toi, en termes d'alimentation, de style de vie, de ton côté,
du coup, peut-être qu'il y a tout ça, c'est une conséquence d'eux, mais qu'importe. Parle-nous un peu du style de vie finalement. Donc moi, quand je dis style de vie, bon, alimentation, nutrition, enfin, qu'est-ce que ça donne tout ça? En fait, si tu veux, l'alimentation et le sport, parce que pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Et bien évidemment, on sait, toi et moi, que l'alimentation est reine. Passer en dernier, c'est-à-dire que dans ma tête, j'avais mis mon alimentation en dernier en termes de maîtrise, et en premier en termes de comment je pourrais me récompenser après mes longues journées. J'attrape une pizza, je mange quelque chose de gras. Et l'alimentation était devenue un moyen de se récompenser. Et la gestion, la maîtrise de son alimentation, je l'avais mis dans un placard, dans un grenier, très très loin. Ok, Donc intéressant. voilà si tu veux. Ok, donc ce que j'entends en fait, c'est que ta relation... Non, tu vas plutôt toi répondre à la question. Comment tu décris ta relation à l'époque avec la nourriture? Donc il y a 3 mois, il y a 3 mois et demi, 4 mois. Ben, l'alimentation est une récompense pour moi, c'était l'instant, c'est-à-dire la réponse instantanée à un besoin avec certainement une glycémie qui s'agitait, mais c'était surtout mentalement. On va un peu laisser la glycémie où elle est, hein, parce que je sais que tu vas dire que je me cache derrière. Non, c'était mentalement la réponse, comment dire, la récompense. Un peu comme un rat coincé dans une cage, gruyère, gruyère, récompense. Donc j'étais conditionnée, moi-même, je m'étais conditionnée progressivement, doucement, doucement, à me dire, comme un rat coincé dans une cage, euh, la nourriture, ben, je vais en manger ce soir. Tiens, ce soir, je vais au restaurant, c'est mardi, c'est pas grave. On a une journée dure, allez, j'y vais. Qu'est-ce que je vais Ouais. manger? Ben, je vais prendre une glace au café, j'adore ça. C'est une petite récompense. Et l'alimentation était devenue la première forme, une des grandes formes en tout cas, de récompense. Question, une récompense, pourquoi? Eh bien, une récompense en se disant, bon, alors il faut savoir que j'étais longtemps en expatriation, il y a quand même beaucoup d'exigences quand on est expatrié, depuis déjà, on va dire, plus de 10 ans. On n'a pas forcément un tissu familial hein, quand on est en expatriation, sa famille est dans son pays d'origine, et on n'a pas forcément un tissu amical, ok? Donc, c'est boulot, boulot. Et après, quand on a des petites fenêtres, on se dit, je vais aller inviter des gens, on va aller au restaurant, voilà. On n'a pas forcément une communauté toujours très saine, très, très marquée. Et puis, voilà, on priorise le boulot et après, on s'offre des récompenses. En tout cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, je te rassure, mais ça, c'est ma propre expérience. Ok, donc pour bien répondre à la question, qu'est-ce que récompense à quoi? Parce que là, on peut interpréter tous et toutes comme on veut ce que tu dis. Tu te récompensais pourquoi? C'était quoi la récompense? Pourquoi cette récompense Ben, de nourriture? t'as une journée dure, tu t'es battu pour régler plein de problèmes, tu, tu, tu as été hyper disponible, tu n'as pas pris beaucoup de temps pour toi, et tu te dis, je vais créer un raccourci, en tout cas mentalement, de, de, de m'offrir une récompense. Et comme ça, je pourrais aller très vite et retourner dans mon cercle vicieux. D'accord. C'est un peu, Donc pour moi, c'était c'est un peu comme la sensation de porter des chaussures serrées et puis tu les enlèves et pendant 30 secondes, ça fait du bien. Mais ouais. exact. C'est de l'instantané. C'est de Voilà. l'instantané, c'est un peu dans l'émotion, c'est un peu émotif, c'est un peu, Ah, c'est de l'émotion pure. ouais, C'est de l'émotion pure. Je travaille 6 jours et demi. Bon, je vais mardi, jeudi, je vais m'offrir une ouverture. Euh, Allez, et puis souvent, quand on est avec des gens, ils vous disent, ah, mais tu peux te servir une fois en passant. Sauf que voilà, tout le monde a le même discours. Après, c'est pas les autres qui vous font grossir, c'est vous-même, hein. Mais voilà, tout ça, on est on va dire, comme une petite anesthésie. ouais. Voilà, un Qu'est-ce moment qui, où on a du...
un plaisir instantané et rapide. Ouais. C'est une forme de drogue. Euh, le sucre est de toute façon un des premiers ennemis de l'homme, hein. C'est Non, mais connu on maintenant, compare le de nos sucre jours. à la cocaïne aujourd'hui et on sait que bah, le problème aujourd'hui, en fait, c'est métabolique. Les prises de poids, c'est parce que les gens consomment des aliments qui sont, comment on dirait en français, des aliments qui sont industriels. On consomme plus des aliments sous leur forme, je dirais presque naturelle, entre guillemets, manger un poulet, manger du poisson. On mange des choses qui sont transformées et du coup qui sont bourrées de produits chimiques, de conservateurs, des choses, des aliments qui ont été frits, des pizzas. Donc tout ça, c'est de la nourriture industrielle. Donc forcément, quand ça rentre dans le tube digestif, le corps en général, bah, il souffre un petit peu à métaboliser tout ça. Et après, on a des problèmes de bah, des flores intestinales qui sont bien abîmées. On parle du microbiote, un microbiote bah, Très qui est pas- encrassé. bah, on va dire qu'on a des microbes, on développe pas les bons microbes qui nous sont bénéfiques. Et donc ça cause tous les problèmes. Et après, on peut avoir une paroi intestinale qui devient perméable. Et là, c'est l'ouverture aux maladies auto-immunes, dont on Mais pour parlera en peut-être une revenir à autre ta fois. question, la première question que tu me posais, c'était de dire qu'est-ce qui t'a fait changer, qu'est-ce qui t'a Mm. fait prendre décider de ce changement maintenant, alors que, voilà, avant, c'était pas le cas. Bon, déjà, il faut savoir que quand on a essayé à plusieurs reprises, au cours de plusieurs années, plusieurs décennies, je peux dire, parce Mm. que déjà, quand j'avais la vingtaine, c'était un thème qui me revenait tout le temps. Il faut que je maîtrise mon poids, Bon, comment je vais faire. après, excuse-moi, il faut dire la vérité, on a une mère qui nous le rappelle souvent. Oui, pour ça, on a une mère qui est très impliquée dans la sensibilisation. Ouais. Donc déjà, c'était quelque chose qui venait déjà de mes années, de mes 20 ans. C'était un thème qui revenait, mais comment je pourrais faire pour stabiliser mon poids? Comme je t'ai dit, j'ai eu cette expérience à 21 ans, j'avais des problèmes bien marqués d'hypoglycémie. Donc c'est un thème qui est ancien et c'est un thème avec qui enfin, un questionnement qui a toujours été là. Sauf que j'avais aucune information sur qu'est-ce qui arrive vraiment dans mon corps pour que je prenne du poids. Je ne savais rien. Euh, Professionnellement, j'avais mis euh, mon activité professionnelle au-dessus de tout. C'était une priorité pour les raisons que je t'ai expliquées, surtout à partir de 40 ans. Et donc, je continue à vivre avec ce questionnement permanent. Et cette année, j'ai commencé à sentir que j'étais moins performante professionnellement. J'ai senti que j'étais moins résistante. J'ai senti que j'avais beaucoup plus de fatigue. En fait, j'ai senti que vraiment, ça ne pouvait plus continuer. J'avais des red flags, j'avais des, euh, des sensations qui n'étaient pas bonnes. J'avais aucune envie de faire du sport, enfin. Et je sentais que j'étais vraiment moins performante professionnellement parlant. Et là, j'ai dit, là, c'est plus possible. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir, à me documenter. Tu as été mon coach pendant plusieurs mois. Bah, presque Donc, un an, hein. on en a presque Presque un un an. On en a beaucoup discuté. an. Euh, je suis le genre de personne à écouter et tu es le genre de personne à appuyer là où ça fait mal, sans concession. Euh, Enfin, Ma mère également, qui est une personne qui a une parfaite maîtrise de son poids, de son alimentation, n'a eu de cesse de me rappeler à l'ordre, de me conscientiser. Et puis à un moment, j'ai dit, OK, ça, c'est ma vie, elle m'appartient. J'ai, j'ai 50 ans passés, comment j'ai envie de vivre les 30 prochaines années? OK? Et j'ai commencé à simplifier
le débat, j'ai commencé à me l'approprier. Après tout, c'est ma vie, elle m'appartient. Et j'ai commencé à vouloir changer de discours. Et je me suis dit, c'est très simple. On est sur une échelle. Un sportif, il est dans la même échelle que moi. Ce qu'on appelle, pour moi, j'appelle ça l'échelle de la vie. Seulement, il est en avance. Il est très, très loin devant moi. D'accord? Parce que son problème à lui, ben, c'est la performance. Mais finalement, on est dans la même échelle de vie. Sauf que moi, je suis dans le rouge. Mais je peux sortir de là et aller vers le vert et le bleu. OK? Et peut-être qu'un jour, je peux devenir beaucoup plus performante. Donc, c'est simple. Je ne me suis pas coupée du monde. J'ai changé de discours. Je me suis dit, je suis dans cette échelle. Je suis sûre qu'en 5 mois, je peux faire des bons euh, significatifs. Et j'y ai cru et j'ai commencé à me documenter. Je ne regarde pas des vidéos très intéressantes, très enrichissantes, l'importance des protéines, le fait de ne pas manger gras le soir. Donc, j'ai pris un certain nombre d'informations très utiles que j'ai adaptées à ma vie. J'ai changé de discours et surtout aussi, j'ai commencé à faire de la marche. J'adore la marche. Bon, le jogging, j'adore, mais on verra plus tard. Pour l'instant, impossible d'en faire, hein. Mais j'ai commencé à marcher depuis le 16, non, le 18 août de cette année. Euh, et je marche 1h40. Donc, au début de mon programme, je marchais 1h40 tous les jours. Mes articulations ont commencé à me rappeler que c'était un peu trop. Donc, j'ai continué à marcher un jour sur deux. Et un jour sur deux, je fais du vélo en salle et je fais de la machine elliptique. Voilà. Donc, je m'assure tous les jours à avoir entre 1h30 et 1h40 d'activité sportive tous les jours parce que j'aime, parce que je me sens renaître et que je sens les progrès. C'est juste merveilleux et fantastique. Ok, donc là, t'es allé au-delà de ma question. Ok, donc tu parles de la marche. Effectivement, c'est marrant parce que je viens juste de finir de mixer une vidéo aujourd'hui sur les bénéfices de la marche. Donc, tant qu'à faire, je vais en parler rapidement. Donc, c'est une bonne initiative de ta part parce qu'en fait, la marche, finalement, quand tu marches, non seulement tu travailles sur ton corps, donc il y a des bénéfices physiques. Donc, le grand bénéfice, c'est le bénéfice cardiovasculaire. Donc, ça, c'est très fort. Mais après, il y a d'autres bénéfices. Il y a le fait que tu commences à solliciter tes muscles. Donc, tu sollicites tes muscles. Tu renforces tes articulations également. Donc la marche est excellente pour ça. Mais au-delà de ça, la marche a plein de bénéfices au-delà juste du corps. Il y a un bénéfice forcément mental et émotionnel. Quand on est stressé, quand on a de l'anxiété, marcher, je dirais que c'est presque un médicament. Moi, je me souviens, je ne sais pas s'il écoutera cette vidéo une fois, j'avais un manager quand j'étais dans la tech chez Oracle, Fred Chauviré. C'est marrant, aujourd'hui, je travaille avec sa femme. Mais ce manager-là, quand il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer, c'est-à-dire on n'avait pas eu d'augmentation, ou on lui avait demandé quelque chose et la réponse était non, il nous disait, eh, viens, viens, on va marcher. Il nous faisait marcher pour nous faire passer la Très pilule. bien, Et c'est vrai qu'on très bien. s'énervait jamais. En fait, il nous balançait un truc et parce qu'on marchait, on était détendus. Puis après, en fait, 2 jours après, on se disait, mais tu m'as bien eu, Fred. Tu m'as raconté le truc en marchant. Mais c'est vrai que la marche a un impact psychologique, mental. Ça permet de réduire le stress. Il y a un avantage aussi qui est super important, c'est un avantage cognitif. Donc en fait, ça ralentit un peu le vieillissement. Et en fait, parce qu'en fait, il y a plus de flux sanguin qui arrive au cerveau. Donc on dit que le fait de marcher, ça permet de prévenir des maladies du type Alzheimer et même Parkinson. Donc il y a tous ces bénéfices-là cognitifs. Et puis, euh, il y a le bénéfice émotionnel aussi, donc quand on gérer l'anxiété, le stress. Et puis, quand on arrive à le faire, marcher en groupe avec des amis,
il y a un peu un avantage un peu social, ça permet de se connecter aux autres, etc. Donc, je pense que tu as dû faire deux, trois randonnées à Madagascar avec des gens, mais il y a un côté un peu social. Donc, boum, c'était la parenthèse pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, ouais, il faut que je fasse de l'exercice, je sais pas trop comment et tout. Donc ça, c'est un bon début, même si c'est vrai que quand on marche pendant 1 heure, on brûle en moyenne 200 calories par heure, plus ou moins. Mais si on couple ça, comme tu es en train de le faire, avec une bonne alimentation, ça peut permettre d'avoir des résultats. Ce qui m'emmène à une question, et j'aimerais que tu répondes à la question, je sais que tu es passionné, que tu as envie de parler de plein de choses, on va y venir, mais si tu pouvais répondre juste à la question. Aujourd'hui, donc tu nous as parlé un peu de ton alimentation, donc tu étais dans un conditionnement où en fait tu te récompensais, tu t'auto-récompensais parce que tu avais des journées difficiles, stressantes, des fois peut-être même déprimantes. Donc quand tu rentrais chez toi, c'était je vais manger un bon truc, j'ai envie d'une pizza, j'ai peut-être envie d'un verre de vin aussi. On parlera peut-être de l'alcool plus tard, Oui, le mais bon vin du week-end. voilà. Donc, juste pour rester sur le sujet, aujourd'hui, que- est-ce que tu peux nous parler de ton alimentation? Et quand je dis alimentation, ça prend en compte ce que tu manges et ce que tu bois. Est-ce que tu peux nous décrire ton alimentation? Alors aujourd'hui, c'est simple, mon alimentation, elle est faite de protéines. Donc je vais respecter les heures de repas. Le matin, alors il faut savoir que moi, c'est pas, je suis en perte de poids. Donc ça correspond à ma réalité de perte de poids. Donc ben, le matin, je vais m'assurer de prendre un fruit, si possible. Non, c'est même pas si possible, avec de la vitamine C, avec un apport de vitamine C assez important. Je vais prendre un petit café, pas trop non plus, mais pas un café qui soit trop, comment dire, trop dur. Je vais prendre un café un light, pas léger, on va dire, pour avoir tous les apports de la caféine qui, dans une proportion raisonnable, euh, vous permet d'être boosté, donc qui a des vertus. Ensuite, je vais prendre, ça dépend des jours, je sais que là, je vais faire mes 1h40. Je peux prendre un ou deux œufs bouillis, d'accord? Et je vais prendre un petit avocat pas trop gros que je vais manger. Donc Donc ça, ça, c'est c'est le, vraiment ça, c'est, dans. ça, c'est le petit-déj, juste pour être clair. Exactement. Ensuite, je vais vraiment tout faire pour respecter 4h30 entre mon petit déjeuner, 4h30 à 5h entre mon petit déjeuner et mon déjeuner. OK? Mhm. Pour habituer aussi mon organisme à se réguler, à savoir patienter. Mais je ne vais pas non plus exagérer, hein, parce que voilà, il ne faudrait pas non plus crever, créer une chute d'énergie. Donc après, pour mon déjeuner, je prends des protéines. Je prends de bonnes protéines. Alors, ça c'est une parenthèse, je pensais que les protéines, il fallait les mettre le plus bas possible. Ça, c'est une grave erreur. Donc, je prends des protéines saines et j'appelle protéines saines le poisson, le blanc de poulet, et pas la cuisse de poulet, pas les ailes de poulet, le blanc de poulet, et 2 fois par semaine, de la viande rouge, oui, de la viande rouge, mais sans gras, Ok, qui n'a donc, pas de gras. donc factuellement, donc c'est ce que tu manges le midi et le soir. Avec toujours des légumes verts, asperges, haricots verts, toute la famille des légumes verts, je les prends, je les associe, je fais des combinaisons. All right. Et donc, le soir, tu manges quoi? Alors, je vais tout faire pour manger au plus tard à 19h, si c'est possible, et je vais manger une salade. Je vais prendre une petite tomate, je vais prendre une salade verte, euh, je vais finir avec une pomme, Ok. et voilà. Ok, donc ce qui est intéressant aussi, la question que je me pose, c'est que bon, tu pars du stade où tu manges des pizzas, bon, je vais employer un terme un peu dur, tu manges des cochonneries, et puis maintenant tu es arrivé au stade où tu fais plus ça.
ça a dû être violent quand même, le changement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, 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 ça, bon. Il y a des moments où on a. Alors, le cerveau vous envoie des messages pour vous dire mais elle est où ma pizza? Mais il est où mon hamburger? Mais mon petit vin le week-end, il est où? Mm. Qu'est-ce qui se passe ici? Et votre cerveau va vous envoyer plein de messages et il va falloir que vous ayez un dialogue avec vous-même à ce moment-là. Ça ne sert à rien de fermer les yeux, de faire comme si vous n'avez pas entendu. Vous recevez le message et vous avez un dialogue et vous vous répondez à vous-même de manière claire et simple. Du coup, Voilà. Et moi, ton notamment, je me dialogue. suis dit dans ces Ouais. cas-là, c'était mais non, Léa, je ne te refuse rien. Euh, Tu pourras avoir de temps en temps une pizza, une part de pizza, mais dans des proportions raisonnables. Et ce ne sera pas tous les jours. Euh, Ce n'est pas parce que tu ne manges pas de pizza que tu n'as pas plaisir à manger. Tu peux Mm. manger de bons légumes. Euh, de temps en temps, tu peux mettre, par exemple, dans ta salade un peu de quinoa. Tu peux manger un peu de lentilles. Tu peux les cuire de telle sorte qu'il n'y ait pas de gras dans des proportions raisonnables. Donc, la pizza n'est pas euh, le seul élément qui te rendra heureuse dans ton alimentation. Donc, faire preuve d'imagination, se documenter, savoir qu'il y a plein de choses super intéressantes qu'on peut manger avec plaisir et qui sont bonnes pour la santé. D'accord. Donc, Donc, juste pour résumer un tout petit peu, donc il y a un élément intéressant dans ce que tu dis, c'est que ton discours, on parlait un petit peu de culpabilité au début de l'échange, et en fait, tu n'es plus dans la culpabilité. Donc, en fait, quand tu as des pulsions, on va dire, qui te prennent, tu restes calme, tu analyses, tu te parles à toi-même, mais presque vraiment te parler à toi-même en te disant, Hé on cocotte, se parle. hé cocotte, c'est normal déjà d'avoir ces envies. Ok, tu vas peut-être pas manger de pizza là, mais en tout cas, cette semaine, tu as droit à un petit cheat meal et tu pourras te faire plaisir. Donc en fait, on n'est pas dans la privation, on est dans quelque chose de réfléchi, on n'est pas impulsif et on sait que on n'est pas du tout dans la punition. On pourra, en fait, on peut toujours manger. Si on a envie de quelque chose, on peut l'avoir, mais par contre, on peut pas l'avoir aussi souvent qu'on le faisait avant, parce qu'on n'est pas dans l'excès, on est plus dans l'équilibre. Et donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être arrivé à ça, parce que ça veut dire qu'en fait, ta relation à la nourriture a changé. Maintenant, j'ai une autre question. Quand on parle d'alimentation, on pense toujours à la nourriture, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on boit aussi. Donc, il y a le fait, on le sait, qu'il faut boire au minimum 2 litres d'eau par jour, mais je le sais, tu le sais, moi-même, je l'ai vécu bossant dans la tech. Quand on est très stressé, euh, pour revenir à la récompense, moi-même, je n'ai pas de problème à le dire. Le vendredi, après avoir une semaine où on m'a bien stressé, mes chefs, mes VP, etc., avec des targets et tout. Et même quand tu fais bien, parce que toutes les deux, on a de très bons, on a eu, enfin moi je suis plus dans la tech, mais c'est pas on a bien bossé, on a de bons résultats, mais on est toujours tendu parce qu'on se dit, ouais, il faut que je fasse bien. Enfin, nanana. Donc finalement, tu arrives vendredi soir et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que moi je me suis dit? Ah, c'est bon, je ferme l'ordi, je saute dans ma voiture, je vais m'acheter une bouteille de vin, j'ai des amis qui arrivent, je vais m'acheter une bonne bouteille de vin, ça va être sympa. Et en fait, tendance à boire plus que ce qu'on devrait, finalement. Absolument. Absolument, c'est ce qu'on fait, en tout cas, pas beaucoup d'entre nous, hein, nous le Mm. faisons. Vendredi, allez, j'ai droit à un petit vin. Et puis peut-être encore le jour qui suit. Finalement, le week-end, on ne se régénère pas, on se pollue et la pente, progressivement, on Ouais. devient lourd et de toute façon, pour parler de l'alcool, l'alcool est un des plus grands problèmes
dans l'alimentation. Je crois que c'est le premier avant toute chose. Moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus prendre d'alcool euh, parce que d'abord, comme je te l'ai dit, j'ai un terrain, j'ai une tendance à l'hypoglycémie et l'alcool et moi, l'alcool est mon ennemi numéro un euh, à cause de la manière dont mon corps va réagir. Hmm. Donc, il était important de prendre cette décision-là. Et comme l'alcool entraîne aussi l'envie de manger, puisque notre organisme va d'abord chercher à éliminer l'alcool et il va s'occuper de la nourriture après. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, j'ai pris cette décision de ne plus prendre d'alcool. Hmm. Et ben, le gain, le bien-être est illimité. Donc, Et puis, vas-y. oui. Et puis aujourd'hui, vraiment, le monde est connecté, c'est ce qui est aussi merveilleux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec nos amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut partager avec plein de gens qui sont dans le monde entier plein d'expériences super intéressantes. Et les mystifications aujourd'hui tombent. Et c'est aussi un des aspects positifs des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, tu as plein de témoignages de gens de tous les continents qui ont fait aussi l'expérience et qui ont décidé d'arrêter de prendre de l'alcool mais des témoignages, et tu te dis, mais moi, avec mon expérience, mais je suis comme tout le monde, il y a des gens qui ont des expériences merveilleuses de transformation, parce que j'appelle ça de la transformation, mais formidable. Et aujourd'hui, on est connecté à ça et on se dit, non, mais le monde, il n'est pas comme on pense. Il est fait de plein de possibilités, d'opportunités. Alors, merci les réseaux sociaux. Ok, excellent. Ok, je vais juste faire une parenthèse et je vais couper à ce moment-là. En fait, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais ce qui serait bien, c'est que des fois, tu partes moins en live parce qu'en fait, je prévois des questions dans une séquence et toi, tu sautes et tu les adresses déjà et tu pars un peu dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Si tu Mhm. pouvais juste, entre guillemets, répondre à la question sans partir dans tous les sens, ça m'aiderait. Si ça te dérange Ok, pas. Non, non, mais c'est ok. super, c'est super. Attends, je vais mettre de l'eau, hein, parce que là, j'ai un peu. C'est super, mais reste, si tu pouvais rester, comment dire, concise sur les questions, ça m'aiderait un peu. Parce que des fois, j'essaie de faire un récap, par exemple, mais je peux pas parce que tu es parti dans tous les sens, donc ça reste une interview, donc il y a une certaine structure pour que les gens qui l'écoutent puissent en tirer quelque chose de précis. Donc, si tu veux, je sais où j'essaie d'aller, mais tu me challenges un peu parce que tu pars dans tous les sens. Ok, on revient dessus. Du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Où est-ce que tu étais déjà? euh, Bah, tu m'avais posé la question, c'était quoi mon alimentation avant, c'est quoi mon alimentation maintenant? Ouais, parce que là, tu es parti sur les réseaux sociaux, les expériences des gens, donc je me suis perdue en chemin. C'est ça, en fait, si tu réponds à la question, moi, je peux rebondir sur ce que j'essaie, mais toi, après, tu pars sur autre chose parce que tu es emballé et du coup, je perds le fil. Euh, Ok, en fait, tu étais parti sur l'alcool. On est parti sur l'alcool de mémoire. Ok. Mhm. Et donc, je t'avais expliqué que ben, j'avais parlé de mon expérience sur l'alcool et les résolutions prises. Ok. Oui, donc effectivement. Ouais, attends. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est que, en fait, des fois, je te pose une question, au lieu de répondre à la question, tu vas faire ton interprétation et tu pars dans un truc. Donc après, comme je te disais, il faut qu'on rende le truc simple pour que les gens puissent comprendre. Et après, on peut passer à plusieurs niveaux. Mais réponds à la question déjà. Et après, rajoute ce que tu veux ensuite par-dessus, si tu veux rajouter quelque chose qui n'est pas dans la Ok, question. Tu vois ce que je veux dire? allons-y, allons-y. Ok. Euh, ok. Donc en fait,
l'alcool, c'est vraiment, c'est un réel problème pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as arrêté de boire? Oula, depuis le 16 août, je te laisse calculer, septembre, octobre, novembre, allez, on va dire septembre, octobre, novembre, 3 mois et demi. Pas mal. Et Voilà. est-ce que jusqu'à il y a, donc là, ça fait 3 mois et quelques. Est-ce que tu avais déjà arrêté En fait, depuis combien de temps est-ce que tu bois de l'alcool? Et est-ce que tu avais déjà arrêté de boire de l'alcool pendant un mois? Oui, un mois, oui, mais voilà, ça faisait partie d'un tout, comme tu sais. Alors, j'étais pas une grande buveuse d'alcool, mais j'avais mes habitudes euh, avec ma petite gourmandise qui facilitait pas ma perte de poids. Hmm, Donc, j'avais arrêté, oh, je pense maximum un mois, pas d'accord. plus. La, la raison pour laquelle je pense qu'il était important de mentionner l'alcool est parce que quand on est dans une démarche d'amélioration en général, maintenant si on pense au poids plus particulièrement, donc comme tu l'as mentionné, en fait ce qui se passe dans le corps, c'est que quand on a consommé de l'alcool, le corps va vouloir se métaboliser à tout prix l'alcool parce que c'est un poison et qu'il faut le dégager du corps. Donc ça veut dire que souvent cet alcool a été accompagné d'une alimentation riche et donc les calories ne sont pas brûlées, elles sont stockées pendant que le corps essaie de se débarrasser de l'alcool. Donc ça veut dire que quand on consomme de l'alcool, et en plus si on consomme de l'alcool avec une alimentation riche, ça ralentit le métabolisme finalement, parce que le corps va devoir se débarrasser de l'alcool. Donc ça va ralentir le métabolisme et ça va accélérer la prise de poids. Et encore pire que ça, si en plus de ça, comme on le sait, le métabolisme des êtres humains est à son pic autour de midi, en tout cas entre midi et deux. C'est là qu'on va métaboliser plus. Métaboliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps va prendre les nutriments et les intégrer. Et du coup, ça veut dire on va utiliser de la meilleure manière les nutriments, les calories qu'on consomme quand on les consomme entre midi et 14 heures, on va dire. Alors, si on consomme de l'alcool le soir, avec une alimentation riche, je vous laisse imaginer les Ah dégâts. oui, ah oui, Pour finir mon propos, quand on pense à l'alcool, il faut penser aussi au rythme circadien. C'est-à-dire que le sommeil, le corps a besoin de se régénérer. Et donc, en fait, souvent, on conseille d'aller se coucher vers 9 et 10 heures du soir pour avoir justement toutes les phases du sommeil. Et on va dire, si on considère que le corps est un peu comme un ordinateur, de temps en temps, il faut défragmenter le disque dur. Et il y a toutes ces activités que le corps, le cerveau a besoin d'effectuer. Et pour ça, il faut qu'on soit au repos. Le problème de l'alcool, c'est que quand on consomme de l'alcool, l'alcool aura un impact sur le sommeil. On va pas être dans ce sommeil profond. Et donc, on a besoin de dormir, mais pas juste de fermer les yeux, de se régénérer. Donc, consommer de l'alcool, ça va empêcher au corps de se régénérer. Ça a un impact même sur les hormones, sur pas mal de choses. Ça a un impact sur la flore intestinale aussi. Du coup, ça va avoir tendance à détruire les bonnes bactéries. Euh, donc, du coup, ben, si on peut réduire sa consommation d'alcool, bon, moi je suis un peu, comme tu le sais, un peu intense. Donc, moi j'ai tendance à dire, faut arrêter de boire si on peut. Euh, et donc, c'est vraiment. En tout cas, quand on essaie de perdre du poids, l'alcool, il faut vraiment contrôler sa consommation d'alcool. Peut-être on peut continuer à boire un verre, mais si on peut, vaut mieux arrêter pour se simplifier la vie. Excuse-moi, tu voulais faire un commentaire sur l'alcool. Non, non, je pense que tu as tout dit concernant l'alcool. Après, je pense que voilà, chacun. Alors, on va pas se leurrer. L'alcool fait partie de la société. Elle sera toujours dans la société, comme la cigarette, comme tant d'autres choses.
Euh, Après, moi, je fais partie des gens très, très vulnérables en termes de santé par rapport à ça. Donc, et voilà, après, voilà, dans la société, il y aura toujours l'alcool. Alors, moi, j'aurais tendance à dire aux gens, ben, buvez avec modération, Mm. parce que je pense que les populations ne vont jamais, les gens ne vont jamais décider de. Il y aura toujours de l'alcool, et je pense que voilà, moi, mon discours, c'est de dire aux gens, ben, connaissez-vous et si vous êtes comme moi, ben, euh, évitez l'alcool et au mieux, buvez avec modération. C'est un discours humble et Complètement. réaliste sur le monde avec la consommation qui nous entoure et tout ça. Et c'est Voilà. clair, puisqu'on est sollicité de partout, donc c'est assez, ça peut être comme, ça peut être un peu challenging, ou comme disent les jeunes, ça peut être un peu tricky. Euh, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est, ben, du coup, donc tu as décrit un petit peu, moi j'adore un peu les contrastes. Tu as décrit la situation d'il y a 4-5 mois quand tu étais vraiment dans le jus, dans le feu de l'action, le stress, etc. Aujourd'hui, comment tu te sens avec ce... Parce que bon, tu as atteint une certaine une étape qui est vraiment, genre 16 kilos, c'est pas rien. Significative, ouais, Donc, significative. très significative. Aujourd'hui, comment tu te sens de manière générale? C'est quoi ton état d'esprit? Parce que là, tu attaques une deuxième phase. Donc, c'est quoi la prochaine échéance? Bon, je pense que tu as dit 70 kilos au mois de juin, c'est un peu too much. Je pense que... Mais bon, ça n'engage que moi. Quelle Ben, est ta... on refera une émission ben, quand je serai à 70 kilos. Mais ça, c'est prévu déjà, c'est clair. Mais ok, quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle? Tu as franchi cette étape. Quel est ton état d'esprit? Ah, mon état d'esprit est très positif. Je suis en devenir par rapport à ce projet qui a pris forme. Euh, Mon état d'esprit, je suis ambitieuse. Comme je te l'ai dit, je me suis mise dans une échelle de vie. Je tiens à rappeler que la plupart des gens, et je te le dis parce que je veux que tu comprennes quel est mon état d'esprit, c'est que quand on a du poids, souvent on pense qu'on n'est pas dans une échelle de vie. On pense que les autres, ben, les gens qui sont fit, les gens qui sont sportifs, qui font même des performances, ben, ils sont ailleurs et nous, on est ailleurs. C'est complètement faux. Moi, je pense que c'est un mythe. On est dans une échelle de vie. Parce que moi, quand je regarde les gens qui font de la performance, qui sont des sportifs aguerris, qui tous les jours font du sport exigeant, en fait, quand tu les écoutes parler, ils t'expliquent que eux, ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ce sont des gens qui se projettent aussi. Et finalement, on a la même ambition, celle de devenir. Et ça, c'est quelque chose de commun. Sauf que eux, OK, ils sont à un certain niveau, mais on est dans une même échelle. Enfin, on est dans une échelle où on dit tous la même chose. Moi, j'ai envie de devenir. Et moi, eh ben, j'ai le même discours qu'eux. Je dis que je suis à un point A et je vais arriver à un point dans mon échelle, dans ma mini-échelle à moi, je veux arriver à Z. Mais on est dans la même échelle, on est tous en devenir. C'est pour ça Hmm. que j'ai dit, il faut arrêter de mystifier en disant, il y a les gros d'un côté, les fat, et il y a les autres, on est dans la même échelle. Parce que les vrais sportifs, quand tu les écoutes parler, mais ils te font comprendre les grosses exigences qu'ils supportent, leur alimentation, ce qu'ils font tous les jours. Ils se couchent à 21 heures, les exigences qui se sont mises, Hmm. OK? Mais c'est la même exigence qu'une personne qui a 116 kilos va se mettre. Finalement, c'est pareil. Oui, On oui, oui. se met Donc, des objectifs, on se met un mode de vie finalement. ok, Il n'y a donc pas une grande différence. en gros, ce que tu dis, c'est que... Donc, mon état d'esprit, ben écoute, je suis comme un sportif qui a un objectif. Je suis motivée, je suis ambitieuse. Euh, Déjà, avec 17 kilos de moins, enfin 16 kilos et demi,
je me sens comme une plume au vent. Je me sens fraîche, je me sens. Ok, Euh, excuse-moi, pause. T'as bougé la caméra et on commence à voir Bids. Donc, redécale. C'est juste pour ok. toi. Non, ouais, ok, c'est bon. Ok. Donc, je me sens régénérée, je me sens forte, patiente, endurante. Euh, je dirais que comme j'ai moins de toxines dans mon corps, je peux mieux gérer mon émotion, qui est formidable. En fait, j'ai pris en main mon véhicule, mon corps, qui est devenu mon véhicule, et j'ai vraiment tous les bienfaits en termes de maîtrise de mon émotion, en termes de bien-être. Et là, j'ai fait un bond, mais j'imagine quand j'aurai mes 70 kilos, ça va être puissance 10, quoi, honnêtement. Donc voilà, mon état d'esprit, super. Non, non, mais c'est génial. Et j'aime beaucoup l'analogie que tu utilises par rapport aux sportifs, ceux que tu appelles les sportifs aguerris. Moi, je dirais la chose suivante. En fait, le corps, en fait, il faut voir tout ça comme un muscle. Donc, quand tu... Le muscle, on le travaille, et quand on le travaille pas, on le perd. Donc, même les gens qui sont les marathoniens, les gens qui font de la muscu, qui font des compétitions de muscu, enfin, tout le monde, en fait, if you stop using it, you lose it. Donc, c'est ce que nous, on dit dans le fitness. Et même quand je donnais des cours, quand je travaillais dans ma salle de sport, à un moment donné, j'étais arrivée à un stade où j'avais une forme physique et en fait, je ne l'ai pas eu parce que j'étais meilleure que les autres. Je l'ai eu parce que mon process faisait, mon mode de vie et ma profession faisait que ben, je faisais beaucoup d'exercices. Donc forcément, j'avais un... Et donc du coup, on atteint tous ça. Et en fait, il faut se mettre dans cet état d'esprit ou dans cet environnement. Il y a autre chose qui est intéressant dont on n'a pas parlé et qui est essentiel pour l'état d'esprit, c'est l'entourage, l'environnement qu'on crée pour réussir. Parce que juste avant que tu répondes à la question, moi, par expérience, les personnes que j'ai coachées ou les gens que j'ai côtoyés dans le cadre professionnel, certains des CEO pour lesquels j'ai travaillé, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens successful, et des gens que j'ai côtoyés, hein, pas le mec qui est super connu, milliardaire, etc. Moi, je te parle de gens que je connais autour de moi ou avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai été emmené à côtoyer. Les gens qui étaient vraiment successful de manière significative, par rapport à leur profession, par rapport à leur corps, à leur fitness, à ce que tu veux, en général, ceux qui arrivaient à se maintenir sur le très très long terme, c'était des gens qui étaient très conscients de l'environnement qu'ils avaient autour d'eux et qui choisissaient leur environnement et qui se disaient, ça, ça va pas m'aider, donc je change. Et récemment, j'ai fait une interview que j'ai partagée sur mon podcast et je suis obligée de le citer, Loïc Makosso, qui est très successful dans son domaine. Et il a une phrase magnifique à un moment donné où il parle de ses amis. Et en fait, à un moment donné, c'était pas dans mon interview, c'était dans l'interview de Philippe Simo. Et en fait, il raconte que quand il a commencé son business, à l'époque, il n'avait pas beaucoup de sous et il devait se déplacer, il devait aller en France. Et il disait que ses amis s'étaient cotisés pour lui acheter un billet d'avion. Et Philippe Simo le regarde et lui dit, mais dis donc, tout le monde n'a pas des amis comme ça. Et Loïc, qui est une personne, il est très charismatique et il a beaucoup de confiance en lui par rapport à tout ce qu'il a réalisé, bien sûr, parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Il répond à Philippe Simo un truc du genre, bah, ils n'avaient qu'à avoir de meilleurs amis, il faut choisir ses amis. Et la manière dont il dit, c'est tellement évident et c'est tellement vrai. Et nos amis, nos fréquentations, ben, en fait, sont une bonne partie de l'environnement que l'on se crée. Donc, j'ai vraiment envie de t'entendre par rapport à ça. Dis-nous ce que tu en penses et toi, au niveau de ton environnement, comment sont les choses? Vas-y. Oui,
Non, mais c'est tout à fait vrai. Tu sais, par essence, l'être humain est social. Donc, on a besoin des autres. Euh, on vit aussi, voilà, on vit pas de manière solitaire sur une île déserte. Donc, oui, moi, je pense que dans mon expérience, je suis très, 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 comment dire, attirée par ceux qui font, par les personnes euh, qui font du sport, qui prennent soin d'eux, qui réfléchissent à comment améliorer leur alimentation. Je n'ai pas dans mon environnement proche euh, un groupe de personnes qui ont une alimentation comme celle que j'ai eue avant. Euh, Ce n'est pas le cas et je ne pourrais pas, comment dire, développer un relationnel avec des personnes qui ont de mauvaises pratiques. Cependant, j'aimerais quand même relativiser un peu. Mhm. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste et aussi réaliste. Mais je pense que dans tous les domaines de la vie, si on a une expérience très positive, qui peut faire avancer les choses des gens autour de nous, pas seulement de nos amis, mais d'autres personnes que peut-être on est amené à connaître mieux, à connaître un peu plus. Je pense qu'il faut aussi aller euh, en guerre. Il faut aller vers les autres et leur apporter ce qu'on peut faire avec eux de meilleur. Et faire le tri. Il y a des gens euh, qui vont pas forcément vouloir changer leur habitude. Et on respecte et ok, c'est pas grave, la vie continue. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont ouverts et il faut pas couper le lien. Il faut se dire que il faut faire preuve de patience et on peut les aider aussi, comme tu l'as fait, notamment avec moi, avec de la patience sur plusieurs années, amener les gens à faire leur changement. Donc, je pense on peut aussi avoir un type de personnes qui n'ont pas forcément de bonnes pratiques, mais qui sont vraiment sincères et désireux de changer. Et avec eux, euh, parce que moi, je n'aime pas trop les cloisons, hein. J'aime pas trop ça. Laissez toujours une porte ouverte à l'échange, à l'émulation et voir comment on peut impacter notre environnement. Ça aussi, c'est important quand on a des valeurs ou des choses pertinentes à partager. Donc, je dirais que oui, en général, mon environnement, c'est un environnement de personnes qui partagent les mêmes valeurs, notamment le sport et la bonne alimentation. Et en même temps, euh, je suis très ouverte et j'ai des amis, des camarades qui n'ont pas forcément le même processus que je vis actuellement, mais qui sont très ouverts et qui me disent que un jour ou l'autre, comme moi, eh ben, ils vont faire ce changement. Je suis très patiente. Et puis, moi-même, combien de temps m'a-t-il fallu pour faire ce changement? Je le comprends parfaitement pour les autres. Mais du Complètement. moment que je suis face à des gens ouverts, sincères et qui vont pas m'embêter dans mon comportement à moi. Parce que l'ouverture, elle va dans les deux sens. Totalement. Ok, bah écoute, j'ai conscience du temps qui passe et du fait que ça fait une bonne heure, si ce n'est une heure et demie qu'on échange. Euh, Ce serait quoi ton mot de la fin? Ou peut-être un conseil pour les gens qui sont, je dirais, dans un cas similaire, c'est-à-dire qui sont en train de travailler sur une perte de poids. Est-ce que tu aurais un conseil concis à donner pour ces personnes-là? À ces Moi, personnes-là. oui, je dirais premièrement que même si vous avez 60 ans, même si vous avez 50 ou 40 ans, il n'y a pas de problème. Il n'est jamais trop tard. Et même si vous avez eu des échecs, je crois que c'est plus les échecs qui nous permettent d'avancer. C'est plus nos histoires personnelles où on n'a pas pu arriver, qui, et c'est assez paradoxal, qui vont capitaliser quelque chose en nous. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi que c'est l'échec. Non. Comment dire, comme si on se cogne,
au début, on pense que ça fait mal, donc c'est négatif. Et après, on se dit, mais finalement, je suis pas une personne mauvaise ni négative. J'ai tout le temps essayé, j'ai pas réussi. Ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Donc, n'arrêtez jamais de dire que vous allez arrêter de grossir. Première chose. Deuxième chose, arrêtez de penser que vous êtes dans un coin et les autres sont dans un autre coin. On est dans une même ligne de vie. Euh, les performeurs, les gens fit, les gens qui maîtrisent leur poids, se sont donnés euh, des valeurs, se sont donnés des comportements au quotidien, des exécutions assez élevées. Donc, vous aussi, à votre niveau, apprenez à le faire. Ça prendra du temps, mais vous n'êtes pas du tout exclu. Au contraire, toute chose qu'on fait dans la vie, peu importe le domaine, nécessite des exécutions significatives. Et la perte du poids n'est pas quelque chose d'éloigné. Je peux même comparer ça à un chef d'entreprise qui veut lancer son entreprise et qui, au départ, il part de rien et il arrive à obtenir des résultats. Le poids, c'est pareil. C'est Ok, une gestion comme toute autre chose. impeccable. Moi, je rajouterais juste quelque chose. Je pense qu'il est important, dans certains cas, il y a deux choses qui sont importantes, je pense. C'est apprendre, comprendre, comprendre l'alimentation, comprendre son propre corps. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances, au moins superficielles en nutrition, parce qu'on vit dans des environnements où on est tellement sollicité que comprendre un petit peu ce qu'il faut manger. Je pense que avoir une petite éducation alimentaire, les basiques, ça Je pense permet qu'il quand faut se même, faire aider. Il faut se faire aider, je pense qu'il faut se faire aider, hein. ça permet donc Quand on a de beaucoup de poids, il le faut. Ça permet donc d'avoir des résultats qui seront plus permanents et se faire aider effectivement. Mais il ne faut pas juste se faire aider, il faut comprendre soi-même. Donc il faut se documenter, lire, comprendre. Parce que quand on décide de manger, le coach, il n'est pas là, hein. Le nutritionniste, il ne sera pas à côté. Mais si on comprend davantage, OK, si je consomme de la nourriture industrielle, c'est peut-être pas le meilleur choix. À ce moment-là, même quand on aura envie, on aura tendance à faire des choix plus judicieux. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à maigrir, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances aussi. Et en fait, s'ils savaient, ils feraient des choix, ils feraient de meilleurs choix selon moi. Ils seraient beaucoup plus, s'ils étaient plus informés sur leur alimentation. Et on a beaucoup d'informations contradictoires qui arrivent dans tous les sens. Donc, je pense qu'il faut s'informer et se faire aider. Mais je ne voudrais pas finir sur une note négative, mais c'est aussi très difficile pour une personne qui est très liée à sa famille et dans sa famille, il y a de mauvaises pratiques alimentaires. Pour cette personne affectivement très liée à sa famille, il y a un travail mental à faire de, comment dire, d'affirmation. Et des fois, comme je te le disais tout à l'heure, il faut aller chercher des références ailleurs. Donc, tout dépend du cas où la personne est, mais l'environnement, se faire aider, comme tu disais, la documentation, l'information, c'est très important de comprendre pourquoi on prend du poids et, et mentalement de se mettre dans les bonnes conditions. Impeccable. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup Léa. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très très vite. Merci et à très bientôt pour mes résultats. Carrément.